Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion, bonjour. Jeudi, un peu plus de midi, nous faisons le point sur l'actualité financière et économique des valeurs. Nous ajustons les stratégies et les conseils. À mes côtés, Franklin Pichard. Bonjour Franklin. Oui, bonjour Hubert. Barclays Bourse. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'actualité cette semaine, c'est pas la peine de se cacher, c'est la réélection de Barack Obama et l'élection d'une majorité à la Chambre des représentants inchangée, et au Sénat d'ailleurs également inchangée. Alors, le lendemain, la bourse baisse de 2,5%. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez ? Comme assez fréquemment en bourse, on vend la nouvelle et puis derrière on va avoir un réveil un petit peu difficile. Hein. Il y a le fameux fiscal cliff qui va peser, qui va plomber les marchés au moins jusqu'à la fin de l'année. Il y aura effectivement un débat auquel on a été habitué, Chambre des représentants contre Sénat, deux majorités différentes. Et ce que le marché a sanctionné hier, ça a été la crainte que ces deux chambres n'arrivent pas à s'entendre et à reporter l'échéance fiscale et que par conséquent, on mette en péril la croissance américaine dès 2013. Est-ce qu'on ne joue pas vraiment à se faire peur ? Est-ce que ce n'est pas à chaque coup pareil, on se met d'accord dans la dernière minute de la dernière heure ? Si, moi je suis assez d'accord avec vous. Je crois que là, une fois de plus, les marchés prennent ça comme prétexte. C'est une bonne façon, effectivement, de donner un effet de balancier de 2% sur un marché un jour et un instant T. Maintenant, on ne voit pas comment aussi bien une majorité qu'une opposition pourrait s'opposer et mettre en péril la croissance américaine. On rappelle l'enjeu. L'enjeu de ce fiscal cliff, c'est un impact de 2% sur la croissance américaine en 2013. Donc ça effacerait grosso modo la croissance de 2012. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance 2012 ou 2013 serait mise à néant et on ferait rentrer mécaniquement, en choisissant de le faire, rentrer les États-Unis en récession. Je crois qu'il ne faut pas être grand clair pour imaginer qu'on ne le fera pas. On ne fera pas. Et que, comme vous le dites, au dernier moment, on trouvera un accord, les décisions seront prises et ce sera un bon moyen pour laisser le marché prendre un petit peu son envol et puis pricer véritablement cette croissance qui ne cesse d'être confirmée à travers les indicateurs économiques. Un petit peu meilleur que prévu sur la fin, ça peut aider Obama d'ailleurs. Et puis, depuis de très nombreux mois maintenant, ces indicateurs économiques sont passés au vert. Le dernier, c'était ceux de l'immobilier, les mises en chantier, les créations d'emplois, etc. Création d'emplois avant les mises en chantier et l'immobilier en général. Donc pour le moment, finalement, tout va plutôt bien. Tout va plutôt mieux. Alors on surveille quoi ? On surveille d'abord les mises en chantier, effectivement, l'immobilier, de là où est venue la crise ? Oui, mais là aussi, ça semble être validé. On a pris maintenant, entre les demandes de permis de construire, les mises en chantier, les ventes de logements neufs, les ventes de logements anciens. Alors on a quelquefois, on trébuche sur un indicateur et sur un chiffre, mais globalement, ça y est, on est vers la sortie du tunnel et on est même sorti du tunnel. Est-ce qu'il y a une nouvelle donne avec ce deuxième mandat Obama ? Et s'il y a une nouvelle donne, est-ce qu'il y a des valeurs démocrates ou des secteurs démocrates à suivre, plus particulièrement sur les marchés ? Alors, au-delà même de... Oui, je pense que ce n'est pas forcément démocrate ou républicain, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et on l'a vu, le marché a été très fortement sanctionné sur les valeurs financières. Hier, l'indice des valeurs financières et bancaires aux États-Unis a baissé de 4,6%. Vous avez eu des banques américaines, Bank of America, etc., qui ont eu des baisses supérieures à 4, 5, 6%. Donc, oui, on sait que de toute façon, quel qu'eût été le président, il y a une politique plus restrictive, et puis on a vu les chantiers et les débats qui ont été menés sur les méchants banquiers, sur un petit peu ce qu'il ne fallait plus faire, la séparation des métiers entre les banques d'investissement, les banques de détail, etc. Donc toutes sortes d'enjeux relativement importants, des débats qui ont été posés et qui ont été montrés du doigt pendant cette campagne. Eh bien, on imagine assez aisément que, en plus, Obama aura quand même cette liberté de ton, puisqu'il ne pourra pas se représenter
une troisième fois. Donc on a l'impression et le sentiment que la politique de ce second septennat sera certainement plus courageuse et plus directive qu'elle n'a pu l'être au cours du premier. Donc et puis avec l'autre quel type élément, de valeur, la pharmacie toujours? L'autre élément, alors peut-être pas forcément. L'autre élément, et pour finir sur ce point, c'est que Obama a pris le début de la crise. Maintenant, il attaque un deuxième mandat sur une sortie de crise. Donc là aussi, mécaniquement, on aura des avantages. Alors quel secteur jouer ? Mais ça, j'ai envie de dire, même au-delà des États-Unis, si on voit les secteurs classiques et traditionnels, on voit qu'aujourd'hui, toutes les valeurs dites défensives, alors justement la pharmacie, la consommation, les utilities, toutes ces valeurs-là sont un petit peu vendues actuellement. Les résultats, même bons, ne suscitent pas un engouement particulier. Et on joue le cycle alors? Alors, on joue... Plus ou moins risqué, mais on joue le cycle. Voilà, c'est-à-dire on a une aujourd'hui, question de Mathieu qui nous dit le secteur industriel est très, très en forme aujourd'hui. Pourquoi? Donc on voit bien... Oui, justement. Alors pourquoi il est en forme? Parce qu'il y a eu une telle aversion au risque. Tous les investisseurs se sont repliés soit sur les obligations corporate, soit sur les trésoreries monétaires, soit également sur les valeurs dites plus défensives, les valeurs de consommation, les valeurs de pharmacie. Vous avez eu des très beaux parcours de Sanofi, de Danone, etc., Nestlé, Essilor, etc. Et qu'aujourd'hui, les investisseurs ont la faculté de pouvoir prendre des bénéfices, prendre de la plus-value sur ces titres-là et viennent se repositionner. Nous avons des conf calls tous les jours avec des brokers pour confronter un petit peu les opinions et leurs analyses. Ils reviennent à l'achat en amont sur des valeurs comme Alstom en considérant, on a eu une publication qui était plutôt pas mal, avec un discours rassurant des dirigeants. On a aujourd'hui une moindre appréhension face au marché action. 7% de hausse en 5 jours, quoi. C'est vraiment... Oui, exactement. Exactement. Et puis aujourd'hui, vous avez une publication, même si le discours était relativement prudent de Vallourec, qui progresse de 5%. Oui. Vous avez eu, il y a moins de 48 heures, une publication sur L'Oréal conforme aux attentes, mais là aussi, on confirme les objectifs et les guidance pour 2012 et donc pour le 4e trimestre. Donc tout ça, ce sont des éléments plutôt favorables et vertueux qui permettent au marché de se tenir et de rester dans son range. Alors, back to Europe, en France, ce pacte de compétitivité ou les annonces diverses, qu'est-ce que vous en retenez assez rapidement? Alors assez rapidement, un commentaire un petit peu contrasté. Voilà, c'est courageux de l'avoir fait parce qu'on avale un peu son chapeau en déclarant un petit peu tout ça, puisqu'on fait le contraire de ce qu'on a dit pendant la campagne. Mais ça a cette vertu, c'est de pouvoir créer un petit électrochoc. Je pense qu'on va attendre d'y voir un petit peu plus clair. On va attendre de voir la mise en place de ces mesures. Notre petite frustration, c'est peut-être aussi d'avoir attendu et d'attendre 2014-2015 pour mettre en place la TVA, pour d'autres dispositions, le crédit d'impôt qui bénéficiera en 2013-2014. Enfin, voilà, on aurait aimé peut-être des décisions peut-être avec des effets plus rapides, mais où globalement, le sentiment qu'on a et le sentiment qu'ont eu les différentes instances internationales, ça a été de dire on prend les dispositions qu'il faut. Oui, il y a du courage. Il y a du courage. Il n'y a pas d'effet immédiat. Il n'y a pas d'effet immédiat. L'autre élément qui peut être important, c'est que la grosse crainte qu'on avait, c'est quand on voyait ce gouvernement qui parfois hésitait un petit peu et faisait un pas en arrière, on avait un petit peu la crainte que les marchés se servent de ça pour venir attaquer la France et mettre la pression sur la dette française. Le fait d'avoir adopté tout ça, effectivement, c'est de bon augure parce que du coup, on imagine qu'il y aura moins de prise pour venir attaquer la dette française. Bon, actualité toujours assez rapidement. La BCE révise encore la croissance. Est-ce qu'on va avoir, le plan d'austérité en Grèce est voté, est-ce qu'on va avoir le point bas de l'économie européenne en 2013? C'est-à-dire est-ce qu'on va se mettre à anticiper une reprise au premier trimestre, au premier semestre? Oui, la BCE est en train de parler effectivement d'une confirmation et d'un ancrage de cette récession au 4e trimestre et tout le monde est plutôt flou dans les perspectives à un horizon moyen terme, c'est-à-dire pour l'année 2013. Mais quand vous parlez avec les économistes, les stratégistes et les gens de marché, eux,
prévoit ce point bas sur le premier trimestre 2013, on ne parle même plus d'année 2013, mais du premier trimestre 2013, et un véritable redémarrage qui sera plus palpable à partir du deuxième semestre 2013. Donc on va l'anticiper assez vite. Voilà. Alors on imagine, comme à chaque fois, que les marchés devraient anticiper ce phénomène et qu'on devrait être sorti d'affaires. Mais regardez, alors que c'est en 2012 qu'on a des très mauvaises publications, ou des mauvaises publications, globalement pas très mauvaises, mais des mauvaises publications, et surtout on rentre en récession. Eh bien c'est l'année où le CAC est en territoire positif. Depuis 2 ans, 2010 et 2011, alors que les résultats étaient bons, on a eu des années cataclysmiques. On est dans l'anticipation. Donc on est vraiment déjà entré dans l'anticipation et on considère que 2013 sera le redémarrage de l'économie en Europe, puisque c'est déjà le cas aux États-Unis et que ça n'a jamais été qu'une contraction de la croissance en Asie. Alors, un petit point d'actualité sur les valeurs. Vivendi, c'est la valeur que vous aviez recommandée la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission. C'était votre valeur favorite. Le dossier évolue, donc la vente de GVT semble se dessiner. Bolloré a passé les fameux 5% comme vous nous aviez fait le pronostic. Oui, alors Vivendi, ça reste une belle histoire, hein. On confirme notre opinion positive. Alors GVT, donc les télécoms brésiliens, il y a un chiffre qui a été lâché par Vivendi, 7 milliards. Alors il y a 4 repreneurs potentiels, donc on sent que Vivendi a lâché un prix pour entamer les négociations. Mais 7 milliards, ça représenterait, alors sur cette base-là, on peut imaginer que ce ne sera pas 7 milliards que ce sera vendu. Mais si ce chiffre était retenu par un des 4 candidats à la reprise, ça représente 4,90 € par titre. Et ça va vite. Et c'est alors une partie de cette valorisation est dans le cours de Vivendi, mais évidemment pas 4,90 €. Et on a effectivement la possibilité, lorsque on aura la vente de GVT, et puis derrière on a des discussions autour de Maroc Télécom, on a d'autres sujets sur Vivendi. On valide un cours toujours supérieur à 20 € sur Vivendi. On est toujours 20 €, on a un flux de nouvelles qui va être bon. Alors cette semaine, résultat des banques, la BNP, la Société Générale, résultat pourri, plus ou moins, mais cours de bourse qui se tiennent bien. Oui, parce que finalement, on pouvait attendre le pire sur le secteur bancaire cette année. La BNP qui sourit, la Société Générale qui pleure, on est un petit peu déçu par la publication, mais c'est vrai qu'il a fallu passer la Grèce pour la Société Générale, il avait fallu la passer avant pour Crédit Agricole. Globalement, on reste sur la BNP qui reste. On a déjà quand même évoqué pas mal de résultats de la semaine. Un petit point peut-être sur l'affaire Gecina, qui est une affaire qui est trouble, on va dire, depuis un moment d'ailleurs. Oui, c'est une affaire qui est trouble et en même temps c'est une affaire qu'on a déjà vue qui n'est pas originale, mais effectivement on voit, on rappelle l'histoire hein, de 2 actionnaires de Gecina en difficulté et en faillite auprès de leurs banquiers. Les titres sont nantis et la banque, avant d'attendre la fin de la procédure, décide de vendre avec une décote de 40% pour 640 millions les titres Gecina qu'elle détient à 2 fonds, Blackstone et puis les Canadiens, ce qui fait monter mécaniquement Blackstone en force au capital de Gecina. On le rappelle, c'est le leader en France des bureaux et autres. C'est très très gros et c'est effectivement... Bon, et ça se joue en bourse ? Écoutez, moi j'ai regardé justement un petit peu ces jours-ci. La situation reste trouble et compliquée. Je ne vois aucun analyste être favorable et acheteur sur Gecina aujourd'hui. Donc restons à l'écart, suivons ça avec un intérêt c'est tout plus relatif. C'est plus un feuilleton. C'est plus un feuilleton. Un feuilleton qu'autre chose. Très rapidement, Capgemini, mauvais 3e trimestre, mais le marché a l'air de bien le supporter. Oui, parce que vous avez toutes sortes d'analyses qui restent favorables. Il y a un carnet de commandes qui reste plutôt bien orienté. Donc Capgemini reste dans les portefeuilles des gérants. Dans le secteur, c'est votre préféré ou vous préférez Atos ou... Non, quand on en a une, on a plutôt Capgemini avec des perspectives et une visibilité plus nette. Alors pour finir cette émission, pour la première partie de cette émission, l'analyse, la gestion, les concepts pour la fin d'année, donc le cycle, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure ? Oui, peut-être revenir un peu plus, mettre un peu plus de cyclique en amont d'une reprise qu'on attend, et c'est ce que les marchés
marché salue. Donc oui, on a évoqué Alstom tout à l'heure, et bien ça peut être un pari. Si on veut être un petit peu avant tout le monde, on a des analyses très très contrastées sur Vallourec. Oui. Mais Vallourec a fait une belle publication. Elle prenait. C'est la première fois depuis 2 ans qu'une publication est saluée positivement. Donc elle est saluée positivement, alors que effectivement le PDG a fait une légère révision en baisse pour cette fin d'année, mais finalement beaucoup moins que ce qu'on craignait, puisqu'ils nous ont habitués à des choses un peu saignantes. On a vu le titre baisser de 10 ou 15 ou 20 même % en l'espace d'une séance, on l'a déjà vu. Donc une très grosse volatilité, et là les résultats et le discours du président bien accueillis. Juste pour finir, une allocation d'actifs, on révise actuellement, vous êtes quoi, peut-être plus action? Alors, on se repondère certainement un petit peu plus en action. C'est le moment de se repondérer plutôt en action. C'est le moment de se repondérer. D'une manière générale, plus de risques, plus d'actions, plus de cycles dans le post-action. J'apporterai juste un petit bémol par rapport à ça. On a toujours cette résistance autour de 3520 points, 3540 points. Il faudrait qu'on franchisse cette résistance de 3520 points pour être véritablement acheteur avec un objectif de 3760 points. Ce sera le mot de la fin. Les seigneurs de la gestion, merci. Vous pouvez, sur le même site, consulter notre émission Les Conseils. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.